Alors, écoutez, d'abord, un petit peu d'histoire, mais vraiment très, très rapidement. D'où vient le nom Questio? Questio est le nom de la société, mais ce nom vient d'un jeu qui a été créé et que j'ai créé en 2007-2009. Ça a commencé en 2007 pour un séminaire chez un client dans lequel c'était vraiment des cartes découpées dans la cuisine avec les enfants. Et c'est devenu un jeu que des grands comptes, des grandes sociétés ont adoré, notamment un leader de la formation en France, Segos, chez qui on a habilité l'ensemble de leurs formateurs pour qu'ils puissent utiliser notre méthodologie sur le questionnement. On avait travaillé aussi à l'époque sur des sociétés comme Danone, Sales University, La Poste, Feu Vert et bien d'autres, avec ce que vous voyez là, qui est un jeu qui existe toujours, qui est toujours disponible bien sûr. Et donc ça nous a amené, grâce à cette approche sur le jeu, à beaucoup réfléchir au référentiel du questionnement, à ce qu'on appelle les outils du dialogue. Donc tout ce qu'on va voir aujourd'hui et qu'on aborde dans nos formations s'appuie sur cette recherche qui a été élaborée. On a failli avoir un laboratoire commun à Lyon avec l'ENS sur le sujet des sciences humaines, évidemment, autour du questionnement. Donc c'est cette recherche qui nous a amené à continuer à travailler. Et puis du coup, ça fonctionnait tellement bien, Questio comme nom, que c'est devenu le nom de la société et qu'aujourd'hui, le jeu s'appelle Questio Game et la société s'appelle Questio. Mais en tout cas, l'origine, c'est une recherche vraiment profonde qui a été faite autour du questionnement grâce à la création de ce jeu. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Ce qui est très important à retenir, c'est que si vous n'êtes pas satisfait des réponses que vous recevez, c'est que la question était mauvaise. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacques Chirac qui reçoit la remarque d'un journaliste. Le journaliste n'est pas satisfait de la réponse que Jacques Chirac lui donne et Jacques Chirac lui répond mauvaise question, mauvaise réponse. Donc il a clairement renvoyé le fait que le journaliste avait posé une question qui était certainement mal formulée, en tout cas selon lui. Bon, après, on connaît l'art des politiques qui amène à repositionner et à parfois ne pas répondre aux questions qui leur sont posées. Mais en tout cas, on a ici dans cette citation quelque chose d'essentiel. Et je ne suis pas juste en train de faire une présentation avec une petite citation sympathique, c'est que si vous n'êtes pas content de ce que vous recevez comme réponse, cela vient de vous. Les questions que vous posez génèrent ce que vous allez recevoir en termes d'enjeux, de besoins, de contexte et de dynamique de changement. Tout part de votre questionnement, d'accord? Ça paraît évident, mais je repositionne ça comme étant un élément essentiel. Si vous posez de mauvaises questions, votre entretien sera mauvais et vos ventes seront faibles. Tout part de votre façon de questionner. Donc, effectivement, on dit aussi qui questionne dirige. Donc, si vous êtes effectivement en conduite d'entretien avec du questionnement, alors vous allez conduire l'entretien et l'amener là où vous voulez et amener l'interlocuteur là où vous voulez. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel et qu'on considère que c'est vraiment le nerf de la guerre, je dirais, dans le domaine commercial. Alors, je m'appuie sur une deuxième citation, puis ce sera tout pour les citations, parce que ça fait déjà beaucoup, là. J'en vois du lourd. Jacques Chirac, Steve Jobs. Donc, Steve, qu'est-ce qu'il disait, notre ami Steve? Eh ben, il disait, vous ne pouvez pas demander aux clients ce qu'ils veulent et ensuite essayer de le leur donner. Au moment où vous l'aurez construit, ils voudront autre chose. Alors, le but ici, c'est de tout de suite prendre un accord ensemble. Vous n'avez pas comme objectif de découvrir les besoins du client. Pourquoi? Parce que le client n'a pas de besoin. D'accord? Aujourd'hui, si on a des besoins, si on a un besoin en termes d'achat, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet. C'est tellement facile. Si j'ai besoin de quelque chose et que ce quelque chose est explicite pour moi, je n'ai pas besoin de discuter avec un commercial. Le job commercial, c'est pas de détecter des besoins. On est à l'ère d'Internet. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a Internet. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose, je tape sur Internet, je l'achète, c'est fait. Quasiment tout est achetable. Quasiment tout est achetable aujourd'hui sur Internet. Et si ce n'est pas achetable sur Internet, je suis alors maître en tant que client de la démarche que je drive. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si je demande à parler à un commercial à ce moment-là? Ce qui va se passer, c'est que le commercial, il va me servir à quoi? À compléter l'information qui me manque, certes, et à obtenir un prix, et à obtenir même un meilleur prix. Donc finalement, aujourd'hui, si on se positionne en tant que commercial comme étant dans
la découverte des besoins et la réponse à la sollicitation du client, notre métier, le métier commercial, va complètement s'assécher. Ça va être un métier tourné vers la réponse à une sollicitation pour faire un devis et pour être challengé sur le prix, sur le prix et sur le prix. D'accord? Et donc, du coup, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une enquête américaine qui a été menée il y a moins de 3 ans, dans laquelle les acheteurs en B2B disent, moi, je ne souhaite pas parler à des commerciaux. D'accord? Donc, au moins 60% des cas, ils disent, je ne souhaite pas parler à des commerciaux. Et quand on leur dit, mais à quel moment c'est utile pour vous, à quel moment c'est utile d'échanger avec un commercial, ils disent, pour négocier le prix. Donc, si c'est ce que disent les clients, c'est qu'ils ne ressentent pas la valeur ajoutée et que les commerciaux ne font pas le job, on ne fait pas le job et je m'y associe. Attention, hein, je ne juge personne, je dis juste qu'on est complètement décalé entre la réalité du client en 2021 et ce que nous, en tant que commerciaux, on doit faire. On doit se positionner sur un autre sujet que le besoin, puisque, encore une fois, le client n'a pas de besoin de manière générale, et quand il a un besoin, il peut y répondre directement. D'accord? Il peut directement aller vers la recherche de la solution. Donc ça, c'est hyper important. La slide, bon, elle n'est pas forcément sexiste, effectivement, Pascal. Si on commence à avoir du sexisme partout, j'aurais pu trouver un beau mec. Mais son coupé, est-ce qu'il y a un souci de son? Je vois Jean-Paul qui me parle de son. Est-ce qu'il y a encore un souci sur le son? J'ai besoin juste d'un retour. Et Anne-Charlotte, si jamais, n'hésite pas à me repositionner un SMS si vraiment il y a un souci. Parfait. Donc, le sujet, c'est qu'effectivement, on a complètement le choix et qu'on doit se repositionner sur un... Ok, merci à tous. On doit se repositionner sur une autre mission que la fameuse découverte des besoins. Donc, si vous avez été formé et qu'on vous a dit que l'objectif, c'est que vous soyez en découverte des besoins, alors il faut qu'on repositionne complètement notre rôle commercial. D'accord? Alors, comment est-ce si on va un peu plus loin sur ce sujet, en réalité, on est dans un iceberg, on est sur un iceberg. En haut de l'iceberg, il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler les besoins. En réalité, on va parler d'intérêt explicite. C'est-à-dire que avant que ressortent de cet iceberg les intérêts explicites, il va y avoir tout un chemin de pensée, de réflexion au niveau de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Son environnement, c'est Julien qui dit il faut changer les piles du sonotone. Pardon, il faut que j'arrête de lire le chat parce que ça me perturbe. Ne faites pas de blagues pendant que je présente. Donc, changer l'interlocuteur que vous avez en face de vous, il a son environnement, il a ses croyances, il a ses peurs, il a ses ambitions, ses désirs, ses freins, ses envies, ses perceptions, des frustrations, il a des problèmes, il a des enjeux, il a des motivations. Et tout ça, c'est des éléments qu'il a en tête, d'accord? Et tout ça, ce n'est pas des besoins. Ça peut amener à des besoins, ça peut amener à faire rejaillir des intérêts, des souhaits, des envies qui vont rejaillir comme quelque chose d'explicite. D'accord? Donc la première chose, c'est que le questionnement doit servir à faire remonter des éléments, à faire exprimer des éléments qui sont cachés dans la partie cachée de l'iceberg, c'est-à-dire des ambitions, des peurs, des désirs, des freins. Et je prends le temps de dire ces mots-là, parce qu'en fait, ces mots-là, ils vont vous servir déjà comme mots-clés dans votre questionnement. OK? Donc, des frustrations, des problèmes, des motivations, des enjeux. OK? Donc, la question qu'il ne faudra jamais, mais plus jamais utiliser, c'est quel est votre besoin? Si vous avez demandé à quelqu'un quel est votre besoin, c'est que vous êtes avec lui dans une relation de le servir sur quelque chose qui est déjà explicite. Ça veut donc dire globalement, pour 70% d'entre vous qui êtes en B2B, que vous êtes dans quelque chose qui est déjà une partie qui est déjà jouée et dans lequel il est juste en train de comparer pour faire un choix. Et donc, vous allez vous retrouver challengé sur le prix et la partie la plus désagréable du job commercial qui est sur le côté, je dirais, négociation de prix pour essayer de s'en sortir et ne pas trop perdre de marge. Le job commercial, certes, on peut se retrouver en négociation, mais si on a bien travaillé avant et qu'on a bien fait ce travail très en amont, alors on est sur des intérêts explicites et on a capté tous ces éléments qui étaient dessous et on les a fait ressortir pour être vraiment sur les moteurs, les points qui motivent la personne pour bouger.
D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Je ne suis pas encore sur les éléments de la technique de questionnement, mais vous voyez bien que ça modifie déjà les thématiques de votre questionnement. Posez-vous la question combien de fois interrogez-vous et vous interagissez avec vos interlocuteurs avec ces mots-là. Son environnement, alors les croyances, encore une fois, attention, hein, croyez-vous que, quel est votre avis sur, donc on va voir qu'il y a des mots évidemment qu'on ne peut pas dire de manière frontale, quelle est votre croyance, ça ne se dit pas. Donc on va jouer sur d'autres mots, mais on est bien autour de ça. Les peurs, donc évidemment on voit bien tous les verbes qui peuvent aller avec les peurs, donc effrayé, qu'est-ce qui s'est passé, qui vous a amené à, d'accord, tout ce qui va permettre d'être sur l'identification des peurs, des freins ou des motivations, des ambitions, des désirs, des envies, des frustrations. Ok, perception, problème, motivation et enjeu. Tout ça, ça fait une catégorie de mots qui vous amène à être repositionné dans votre rôle et sur un questionnement qui crée de la valeur. Ok. Donc, on avait un premier axe vertical, d'accord, qui est les thématiques pour aller vers des intérêts explicites. Et maintenant, on va regarder en horizontal. Donc, en horizontal, en réalité, quand vous discutez avec un interlocuteur, il est dans une phase de réflexion pour un achat qui est potentiellement de 4 natures. La première phase, quand on va faire un achat, quand on va mener un achat, c'est la phase de prise de conscience. Donc, en gros, le client à ce moment-là, c'est prise de conscience qu'il a un problème. Ah tiens, j'ai un problème. Ou prise de conscience qu'il a une envie. Ah tiens, ce serait quand même sympa si je pouvais. Ou tiens, j'ai vu que lui, il fait ça, ou j'ai vu que telle société fait ça, parce qu'encore une fois, ça fonctionne en B2B comme en B2C, alors je veux comme lui. Ah tiens, si je pouvais avoir ça. Donc là-dessus, le marketing et la pub fait très bien son boulot pour nous mettre dans ah tiens, je veux comme lui. Ok. Et puis tiens, j'ai un manque. Tiens, il me manque ça. Je risque de perdre quelque chose. J'ai un manque. Alors je commence à prendre conscience et je commence à m'intéresser à un sujet. Donc en gros, un client, quand il est en phase de prise de conscience, il a un problème ou une envie et il commence à regarder. Il commence à être éveillé. Alors évidemment, en marketing, on parle de stratégie de contenu sur les articles, sur les webinars, qui sont effectivement des outils d'aide à la prise de conscience pour un certain nombre d'interlocuteurs. La phase de considération, c'est la phase dans laquelle je passe de problème ou envie à je commence à être actif, d'accord? Et je suis actif en regardant les solutions. Quelles solutions existent? Donc, je vais vous donner un exemple très concret. En phase de prise de conscience, j'ai un problème de poids. D'accord? J'ai pas de problème de poids, mais si j'avais un problème de poids, je dirais j'ai un problème de poids. D'accord? Donc, je suis sur le problème. Donc là, je vais aller sur Internet, par exemple, sauf si un commercial m'a appelé et qu'il m'a capté à ce moment-là. Mais sinon, je vais sur Internet, je tape dans Google problème de poids. Et là, je commence à avoir plein de solutions. Le sport, le régime, tout ce que l'on veut, finalement autour de la recherche de tout ce qui se passe par rapport à ce problème. Donc on est sur les causes, on est sur les solutions, c'est un mélange. Puis à un moment donné, je deviens actif parce que j'ai vu que dans les solutions, il y a le sport. Alors là, je suis en considération d'achat. Je passe en considération d'achat. Ça veut dire que je commence à regarder les solutions dans le domaine du sport. OK? Donc, quelles solutions existent dans le domaine du sport? Quels critères j'aurais et qu'est-ce qui m'amènerait à choisir une solution par rapport à une autre? Au fait, quel niveau de priorité je mets à ça? C'est important pour moi ou pas le sport? C'est important ou pas mon sujet sur le poids? Et au fait, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Qui pourrait m'aider pour choisir? Et là, du coup, je suis actif dans une sphère de solutions. Je vois vos questions, je vais y répondre juste après, une fois que j'ai bien détaillé ce slide, c'est hyper important. Et en fait, il y a ici des éléments pour vous en questionnement qui sont hyper importants. Le deuxième, c'est que là, j'ai un client, peut-être le même client d'ailleurs, qui commence à bouger et qui là a décidé d'acheter. C'est-à-dire qu'il a dit, OK, en fait, dans les solutions sur le sport, un coach sportif, c'est quand même vachement bien parce que c'est à la maison, c'est quand je veux, je suis pas obligé de me déplacer, etc., etc. Donc à ce moment-là, il est sur coach sportif. Et là, il va regarder et comparer les solutions une fois qu'il a vraiment, et il va être dans le choix. Et donc finalement, quel choix vais-je faire? Avec quels critères? Et comment je justifie mon choix. D'accord? Donc, on va regarder ce que ça veut dire pour vous, pour nous, en tant que commercial, comme question. Mais vous voyez bien que ce n'est pas du tout les mêmes natures de questions en miroir. Quelqu'un qui est en phase d'achat,
il a, du côté du client en tout cas, il est sur des éléments qui sont sur le choix, les critères, la justification rationnelle ou irrationnelle de son choix, qui n'a rien à voir avec des questions quand on est en face d'un client qui est en phase de prise de conscience et qui n'est pas encore vraiment mature. Ok. Et puis, une fois qu'il a fait ce choix, il a choisi son coach sportif, bah, il est super content. Et là, il commence à utiliser. Il est dans l'usage. Bah, finalement, il est content ou pas? Quelle performance? Et là, vous voyez bien qu'en tant que concurrent potentiel à la solution déjà choisie par un client, vous pouvez amener d'autres questions. Bah, au fait, vous en êtes content ou pas? Comment ça se passe? Quelle performance vous obtenez? Finalement, ça vous a permis de maigrir ou pas? Et puis, au fait, est-ce que vous avez pensé à d'autres solutions? Et là, on a quelqu'un qui est éveillé sur une solution 1, qui a fait un achat numéro 1, qui va soit être dans la recherche d'alternatives, soit être dans la recherche de compléments. Donc, tous les clients que vous voyez et qui ont déjà la solution de vos concurrents, ils sont peut-être en usage. Et là, vous avez une sphère de questionnement encore différente, d'accord? Dans lequel, ça, évidemment, ça reboucle pour une prise de conscience sur d'autres éléments qui amènent à aborder les compléments et les alternatives. Donc, effectivement, maintenant, quand on regarde ce sujet en B2B, multi-interlocuteur, ben, on va avoir un croisement. C'est-à-dire que on va identifier des niveaux d'influence, d'accord, d'influence et de pouvoir d'un groupe d'influenceurs autour de la décision, parce qu'on ne considère pas qu'il y a un décideur. Dès qu'on est en B2B, c'est très rare d'avoir, sauf sur des achats, je dirais, de commodité, mais sinon, on va être sur des discussions internes à la structure que vous avez en face de vous, et avec des personnes qui vont être avec des sujets finalement juste avant, des sujets de peur, d'ambition, de frein, de perception qui sont vraiment très dépendants de chaque personne, d'accord, et qui vont être dans des phases de réflexion différentes. Donc tout l'enjeu, c'est comment vous allez organiser votre questionnement, comment vous allez identifier l'interlocuteur qui peut porter aussi le drapeau de votre offre, de vos services en interne pour faire bouger la prise de conscience, pour faire bouger la considération auprès de tous les autres interlocuteurs. Alors, j'ai vu une question qui disait en quoi la stratégie, Virginie demande en quoi la stratégie de contenu est un outil de prise de conscience. Un article peut servir sur toutes les phases, sur la phase de prise de conscience, sur la phase de considération, sur la phase d'achat et même sur l'usage. Simplement, un contenu de type webinar ou de type article ou de type vidéo, bref, un livre blanc, un guide, etc., va aider avec des chiffres, avec des données, va aider à la prise de conscience et va permettre à quelqu'un de se dire ah ouais tiens, au fait ça c'est marrant parce que ça correspond. J'étais pas conscient de ce problème et maintenant que je le vois, je me rends compte que je n'étais pas conscient que ma société a une dépense énergétique qui n'est pas du tout dans la norme. Donc les contenus sont des aides à la prise de conscience parce qu'ils rendent service, ils sont intéressants plutôt que d'être intéressés et ils arrivent avec un contenu désintéressé qui fait que la personne va le regarder. Dès qu'on sera en phase de considération ou d'achat, on sera beaucoup plus intéressé en tant que client à de la comparaison, à de la mesure, à tiens, au fait, je voudrais comparer telle solution à telle solution. Et là, du coup, là, le type de contenu est très différent. C'est plutôt du témoignage client, des success stories et plutôt des éléments de comparaison. Donc, c'est pas le même type de contenu. D'accord? Donc, effectivement, la stratégie contenu est utilisée sur toutes les phases. J'éveillais simplement le fait que dans la phase de prise de conscience, c'est un contenu qui va stimuler et qui peut stimuler la prise de conscience. Donc, très important, le questionnement va se focaliser sur deux éléments. Ne plus penser, oublier le mot besoin, d'accord? On va être sur des intérêts explicites, pourquoi explicite? Parce qu'ils vont être exprimés par le client. Implicite, ça veut dire que c'est encore dessous. Tout ce qui est implicite, c'est ce qui est dessous et qu'on va réussir à faire exprimer. Donc, on va être sur les intérêts explicites, ok? Et deuxième axe dans la verticale, par votre questionnement, on va d'abord identifier où en est le client. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est en phase de prise de conscience? Est-ce qu'il est en phase de considération? Est-ce qu'il est en phase d'achat? Est-ce qu'il est en phase d'usage d'un produit ou d'un service qui correspond au vôtre? Et du coup, votre sphère de questionnement, elle doit correspondre aussi à l'interlocuteur que vous avez en face, la société que vous avez en face de vous, et à quel niveau de maturité elle se trouve. Donc, hyper important de regarder ces deux axes lorsqu'on est sur les méthodes modernes de questionnement. OK? Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc, finalement, votre job en 2021, c'est vous êtes un générateur de prise de conscience, d'envie,
de frustration ou d'impatience. Donc, vous devez générer de la prise de conscience et ou de l'envie et ou de la frustration et ou de l'impatience. Donc, vous voyez bien qu'on est très loin du domaine de la détection ou la découverte de besoins. Les méthodes de vente qui s'appuient des années 60, Tom Hopkins, un bouquin de 600 pages sur les techniques de vente, parlait de découverte des besoins. Dans les années 60, bien sûr, on avait une demande supérieure à l'offre. On avait dans les années 60 beaucoup plus des nouveaux produits, d'accord, en électroménager, dans tous les domaines de la vie courante, et les consommateurs commençaient à consommer et étaient en recherche. Ils avaient des besoins. Aujourd'hui, il n'y a plus de besoins. On a tout. Dans le monde occidental, on a quasiment tout. Enfin, je veux dire, on a, enfin voilà, je ne vais pas détailler, mais vous comprenez bien que le sujet n'est plus sur le besoin, mais bien notre mission est remontée d'un cran pour aller générer de la prise de conscience ou stimuler de l'envie, stimuler parfois de la frustration et stimuler de l'impatience, et j'aurais pu encore lister. Donc typiquement là-dessus, et Marie-Tiffany, je viendrai sur des exemples, on va aller petit à petit dans les méthodes, sur les mots-clés, sur les formulations clés. Ce qui est très important et que je vous recommande de noter, c'est déjà dans les mots-clés. Ici, là, il y a déjà pas mal d'éléments sur les formules à utiliser. D'accord? Ici, vous avez la sphère sur les mots. Ces mots-là, moi, je vous recommande de commencer à les lister pour voir quel type de phrase vous pourriez faire avec ces mots-là. OK? Et puis, ici, vous avez les mots à nouveau et vu du côté du client. Donc, est-ce que c'est valable sur la prestation de service? Bien sûr. Quand vous êtes en B2B et en service, soit vous arrivez très en aval et le client est en train de faire un achat sur lequel il a fait la phase de considération et la phase de prise de conscience tout seul, et du coup, il vous demande une proposition. Typiquement, je sais pas, je vais prendre dans le milieu des SS2I et des ESN, il vous demande un CV pour un développeur informatique. Là, il est en phase d'achat. Ça veut dire que vous avez arrêté le train parce que avant ça, il y avait une phase de considération et avant ça, il y avait peut-être même une phase de prise de conscience autour d'un projet interne. Donc là, je parle d'un exemple concret. On a accompagné Altran. Chez Altran, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé sur comment est-ce qu'ils identifient des projets qui auront lieu dans 6 mois. Comment est-ce qu'on remonte beaucoup plus en amont sur des fonctionnels plutôt que des techniques pour identifier des projets et être sur des phases de prise de conscience sur l'enjeu de monter une équipe et de penser sur une équipe plutôt que des CV séparés et achetés très vite, très en aval. Donc, comment est-ce qu'on remonte le plus en amont possible? Donc, vous voyez aussi ici, dans ce questionnement, qu'il y a un enjeu de repositionnement sur les discussions, sur les interlocuteurs le plus en amont possible. Si vous êtes à traiter de la demande explicite d'un achat immédiat, vous êtes effectivement dans la phase achat du client et vous êtes sur des intérêts explicites qu'il va exprimer ici. Et le problème, c'est que si on est sur ce travail-là, il est en train de le faire auprès d'un marché complet, dont vous, et donc vous êtes tout de suite en concurrence. Donc dans l'art du questionnement, il y a aussi le fait de l'art de se positionner auprès des interlocuteurs avec le bon niveau de conversation, d'accord, pour être le plus en amont possible de ces sujets. Plus vous captez en amont, plus vous travaillez maintenant pour dans 6-8 mois, plus vous avez des chances d'être tout seul et de gagner. L'idéal pour gagner une affaire, c'est d'être tout seul. Dès que vous êtes plusieurs, c'est que vous arrivez un peu tard. OK, il y a toujours quelqu'un qui a discuté avec le client plus tôt. D'accord? Il faut que vous sachiez en B2B que 70% des budgets en prestation de services n'ont pas été vraiment définis en début d'année. Il y a eu des enveloppes, mais on n'est pas, je dirais, dans l'armée où on met un budget consommation de fuel. Il y a des estimations et donc vous allez pouvoir générer et stimuler par ce questionnement des sujets le plus en amont possible. Donc le questionnement est complètement lié à l'évolution du job commercial et à l'évolution pour être le plus en amont possible. Alors oui, effectivement, Frédéric, il y a aussi le fait il peut être contraint de consulter plusieurs pour un appel d'offres. La meilleure façon de gagner un appel d'offres, c'est de l'avoir écrit soi-même avec le client 6 mois plus tôt. D'accord? Donc ça, c'est des méthodes qui sont appliquées, c'est une réalité. Lorsqu'on lit un cahier des charges, très souvent, il n'a pas été écrit par le client tout seul. OK? Donc ça, c'est une réalité. Donc ça veut dire que quelqu'un a fait le job avec lui très tôt pour l'aider à définir très en amont ce qui se retrouve dans ce cahier des charges. Et donc, de fait, quelqu'un a 200 mètres d'avance sur les autres pour cette course de 400 mètres. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner forcément, parce qu'il va y avoir le sujet prix, mais même au-delà du prix, s'il connaît les critères avant, il a fait son travail de générateur de prise de conscience
de générateur sur les besoins, les envies, pardon, les éléments de frustration, les critères au-delà d'un besoin qui ressort comme explicite sur le cahier des charges, sur l'appel d'offres qui arrive. D'accord? Donc, tout l'enjeu, c'est que vous passiez à la vente coach. D'accord? La vente coach, c'est quoi? Le coach, c'est quoi son job? Le coach, son job, c'est de faire émerger les sujets et les envies et de confronter la personne qui l'accompagne pour l'amener à bouger, pour décider de changer des choses dans sa vie. Alors, coach bien-être, coach sportif, coach commercial, on est toujours dans les techniques dans lesquelles on part sur une situation exprimée par la personne pour l'amener à prendre conscience de là où elle en est et l'amener à décider de ce qu'elle va mettre en action demain. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que j'ai décrit avant. Donc, on a parlé longtemps de la vente consultative, on a parlé longtemps des ventes qui sont plutôt des ventes transactionnelles. Aujourd'hui, je pense que le terme qui est approprié pour ce qu'on est en train d'évoquer, c'est la vente coach, la vente en mode coach. Vous mettez le mot comme vous voulez. Simplement, on est vraiment dans cette posture dans laquelle on fait émerger des choses. Alors, le coach, clairement, c'est pas un médecin, c'est pas un psychologue, c'est pas un médecin, donc il va pas faire un diagnostic détaillé. Il va, dans son rôle de vente coach, il va activer des choses, il va faire activer des choses chez la personne en face pour atteindre un objectif, pour valider un objectif et avec lui définir le comment. D'accord? Je vais venir petit à petit sur les méthodes de manière détaillée, mais c'est très important de comprendre que le rôle a bougé. OK? Donc, lorsque vous rencontrez un client en rendez-vous, on va dire en rendez-vous 1 pour faire simple, vous allez effectivement utiliser le questionnement tout au long de l'entretien avec lui. Mais on ne va pas être en phase de découverte, on va être en phase d'émergence. Vous allez faire émerger des sujets, des intérêts, des frustrations, des envies, des désirs, etc. Je ne vais pas vous reciter une 4e fois les termes que j'ai utilisés. Donc, on est en phase d'émergence. C'est hyper important parce que ça change tout. D'accord? Faire émerger, c'est un job. Faire découvrir, c'est pas du tout du même niveau. OK? Donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est vous dire au fait, j'en suis où? Dans ma pratique actuelle, où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui fait des démos, qui présente des produits, qui présente des logiciels, qui présente des services? Donc, je suis plutôt démonstrateur. Ou je suis plutôt quelqu'un qui va essayer d'argumenter, qui va essayer de convaincre. Donc là, je suis plutôt dans un rôle vendeur. Ou effectivement, j'ai un rôle conseil. Donc, je questionne et je donne des conseils. J'aide par rapport à ce que la personne me demande en face. Ou est-ce que j'ai un rôle coach dans lequel je prends beaucoup plus le drive dans l'entretien et en tant que coach, je provoque, je confronte, je fais bouger les choses chez mon interlocuteur. Et donc, votre pratique actuelle, elle est sur ce niveau soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Soyez honnête avec vous, d'accord? Soyez conscient de où vous en êtes si vous voulez bouger. Tout le monde n'est pas coach aujourd'hui. On est vraiment très loin de cette pratique parce que c'est pas naturel et qu'il y a eu 10 ans, 20 ans, 30 ans dans lequel les commerciaux sont devenus managers, puis directeurs commerciaux et ont reproduit auprès de leurs managers, puis de leurs commerciaux, etc., etc., des pratiques qui maintenant datent de plus de 30 ou 40 ans. Donc faire bouger ces pratiques, ça demande à faire un reset, à reprendre complètement ces techniques, notamment les techniques du questionnement. Donc vraiment, c'est intéressant de vous positionner. Alors, une des choses pour vous positionner là-dessus, c'est de vous poser la question, dans les entretiens que vous menez, sur 1 heure d'entretien, pour dire 1 heure, mais ça pourrait être une demi-heure, quel est le temps de parole qui est le temps de parole du client et quel est le temps de parole qui est le temps de parole de votre côté. Alors, Adrien pose la question de la différence entre conseil et coach. Super important. Quand on est en vente conseil, quand on est en démarche conseil, on pose des questions pour conseiller, pour amener de l'information, pour renseigner, pour aider le client. Mais quand on est en conseil, on est en réponse à une sollicitation qui vient du client. D'accord? Quand on est en coach, on va faire exprimer un objectif. Cet objectif, c'est-à-dire des frustrations, des envies, des ambitions, des désirs, etc., tous les mots que je vous ai listés, on va faire exprimer ces éléments et on va l'amener à réfléchir à comment il pourrait aller vers ça. Et donc, on n'est pas en train de lui fournir des solutions. On est vraiment dans un questionnement dans lequel on fait bouger le client sans lui amener tout de suite la solution ou sans être en conseil immédiat. OK, donc maintenant, la question, effectivement, c'est très important. Tiffany commence à y répondre. 5 minutes, nous, le reste pour le client. Ça, est-ce que c'est ce que vous faites
Le sujet, c'est pas forcément de me dire ce qui serait bien, c'est qu'est-ce que vous faites. Sur 1 heure d'entretien, aujourd'hui, quand vous êtes en entretien découverte, parce que je pense que vous l'appelez comme ça, au rendez-vous 1, donc on va l'appeler émergence maintenant, en rendez-vous émergence, quel est le temps de parole qui est du côté du client et quel est le temps de parole qui est du vôtre? 20 minutes, Vincent, et le reste du client, ok, donc 20 minutes, 40 minutes, donc un tiers, deux tiers, ok, 80-20, donc 80% vous, 20% le client, ou plutôt 80% le client, 20% commercial, ok, 90-10, ok, donc quand vous mettez les chiffres, on va dire le premier c'est vous et le deuxième c'est le client. Mais j'imagine que vous voulez le dire dans l'autre sens. Ce qui est très important, c'est de vous poser la question de la réalité des temps de parole. Donc ça, c'est un premier point. D'accord? Donc Thomas, 80% de clients, un tiers, ok, tout dépend du client, certes. Donc l'heure 90-10, ok, super. Donc ça, c'est hyper important de vous poser d'abord la question du temps de parole, parce que effectivement, on ne peut absolument pas être en mode coach si on a un temps de parole qui est supérieur à 20%, quoi. C'est 20-30%, ok? Pascal dit 50-50, ok. En fait, le point qui fait aussi une différence, c'est qu'on voit bien que tout ce qui est autour de la présentation de votre solution et de vos services, ça arrive bien après. Encore une fois, si je reprends, je vais faire exprès de revenir dessus, on est dans la présentation de notre service et de la solution que s'il est en considération ou en achat. Là, effectivement, parce qu'on finalement, on est obligé de répondre à sa demande. Le but, c'est de remonter sur des reprises de conscience avec lui, parce que sur des points qu'il n'a peut-être pas vus, de rechallenger ce qu'il avait imaginé pour repartir en faisant vraiment table basse de ce qui avait pu être vu par le client pour avoir un territoire dans lequel il n'y a pas de concurrent. D'accord? Donc ça vous paraît très théorique, mais ce n'est pas du tout. Le but, c'est vraiment de rechallenger pour qu'il ait ce qu'on appelle le rat dans la tête, c'est-à-dire qu'il dise ah ouais, tiens, ça c'est vrai, j'avais pas pensé. D'accord? Et que vous bousculiez. Alors, Christophe, intéressant. Coach égale chronophage. Ben non. Moi, je connais des coachs qui ont des sessions de toutes les 2 semaines, 30 minutes. Et en 30 minutes, ils bousculent la personne en face. Donc, dans les techniques de coach, c'est pas forcément faire parler longtemps. Encore une fois, on n'est pas psychologue. Le but, c'est pas d'être sur. Il faut effectivement qu'on définisse, Christophe, des techniques et des questionnements qui vont permettre d'être menés en 20-30 minutes sur les 3-4 questions majeures qui vont faire bouger la personne. Et effectivement, on a tendance à croire que quand on questionne beaucoup, ça prend beaucoup de temps, mais parce qu'en fait, vous allez chercher des éléments qui ne sont pas forcément utiles. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble. C'est qu'est-ce qu'on va aller chercher dans cette approche avec les 3-4 questions. Alors, évidemment, j'exagère en disant 3-4 parce que parfois, vous avez besoin de connaître un peu plus son environnement. Mais globalement, on connaît déjà tellement de choses par Internet qu'on peut assez vite expliquer ce qu'on connaît déjà et lui demander, lui, de positionner, de nous exprimer des éléments avec une technique de questionnement qui va aller chercher ces éléments. D'accord? Donc, est-ce que c'est réalisable tout le temps? Oui, c'est réalisable tout le temps. Ce qui sera très intéressant, c'est que de toute façon, ça va vous faire gagner beaucoup de temps parce que les clients qui ne rentrent pas dans cette interaction avec vous quand vous êtes en mode coach, bah, vous vous rendrez compte que vous avez bien fait de ne pas passer trop de temps parce qu'il y avait 80% de chances que ce soit perdu et que vous soyez là en faire valoir ou qu'il avait déjà d'autres solutions en tête. Donc, c'est hyper intéressant de vous dire que si le client n'entre pas dans l'interlocuteur ne rentre pas dans ce mode coach, c'est quand même très révélateur. OK. Alors, je vais vous montrer un questiomètre. Donc, le questiomètre, en fait, c'est très simple. Vous prenez une feuille de papier, vous n'avez pas besoin du logiciel. Vous mettez vous, donc moi, client, et vous allez réécouter des audios de sessions, de rendez-vous que vous avez menés avec un client. Alors, la bonne nouvelle, c'est que comme on fait beaucoup de choses en ce moment en audio et en visio, plutôt qu'en rendez-vous physique, ben, c'est parfait. C'est pour vous, c'est pas à partager, c'est confidentiel, c'est pour vous, c'est pour votre auto-analyse. Et donc, vous allez enregistrer un entretien et vous allez étudier en le réécoutant le temps réel de parole que vous avez passé et le temps réel de parole qu'a passé le client. OK? Et à partir de là, sur le temps réel de parole que vous avez passé, vous allez mettre un A ou QO ou QF, donc A, O, F, ça suffit aussi, pour savoir si vous étiez sur des affirmations, si vous étiez sur des questions, et si c'était des questions ouvertes ou des questions fermées. Alors, la question ouverte, la question fermée, c'est quand même juste la base, le générique du questionnement. Donc, question ouverte, quoi, comment, qui, où, pourquoi, combien. Question fermée, ça commence par un verbe. Est-ce que, pouvez-vous, avez-vous,
Et le pire de la question fermée, c'est quand elle devient affirmative, dans lequel, en plus, on fait une phrase et on rajoute simplement une intonation à la fin qui fait comme si c'était une question. Donc les questions fermées sont des questions utiles seulement pour obtenir de la validation. Donc, vous habitez chez vos parents, ouais, ça c'est intéressant, mais c'est une question fermée, affirmative, et qui ne sert qu'une fois, et qui peut, si jamais on vous répond non, ou si on vous répond oui, ça peut amener dans l'entretien des éléments que vous ne souhaitez pas. Donc, les questions fermées, quand elles sont utilisées dans les entretiens pour capter une information, les informations qu'on a vues jusqu'à maintenant, elles sont dévastatrices. Parce qu'en gros, elles deviennent de la manipulation. D'accord? Une question fermée trop utilisée égale de la manipulation. Parce que, en gros, on se retrouve à faire des questions fermées lorsque l'on souhaite finalement amener la personne là où ça nous intéresse, nous. OK? Donc, je vous donne la question formule. J'aimerais bien savoir qui va faire un petit questiomètre la semaine prochaine sur un entretien. Donc, c'est un engagement avec vous-même, mais je vous encourage vraiment à le faire. Vous prenez une feuille de, vous faites un enregistrement d'un de vos entretiens. Vous prenez une feuille de papier, vous écrivez moi client. Vous prenez, vous mettez à chaque fois la durée sur votre feuille de ce que vous voyez en termes de minutage, et vous allez mettre A, O ou F, et vous allez observer effectivement s'il y a un bug, c'est-à-dire vous avez un bug, session en pause. Normalement non. Normalement non, on est bien, je teste, ok, test, session en pause. Non, pas de souci chez moi, ok. Donc, maintenant qu'on a vu le questionnaire et que certains ont pris un engagement, donc ceux qui ont effectivement un souci, il faut se reconnecter, tout est ok chez moi, Thibaut a dû se reconnecter. On est très nombreux, hein, on est plus de 200, donc effectivement, ok. Donc j'attends un petit peu. Pour les 15 dernières minutes, allez, on va aller jusqu'à 15h05. Il faut appuyer sur se reconnecter. Il y a dû y avoir un petit bug. On a été coupé quelques instants, ok. Donc, la question que je posais pour ceux qui ont été déconnectés, c'est qui va faire un questiomètre? Qui va mesurer à partir d'un audio ou d'une visio le temps passé par vous-même et le temps passé par le client et puis dans cet entretien que vous allez étudier, quand est-ce que vous étiez en affirmation et quand est-ce que vous étiez en questionnement? Quand vous étiez en questionnement, qu'est-ce qui était en question ouverte, donc O, et qu'est-ce qui était en question fermée, F. Donc ça donne A, O, F. Dans tout ce qui est en haut, là, le bleu, le violet, le rouge, le bleu, le rouge, c'est égal à du O, du A, du O ou du F. Vous allez vite vous rendre compte, malheureusement, de votre surdose de questions fermées, je le crains, et vous allez avoir la réalité du temps de parole que vous avez laissé au client. Okay, et quand je dis de la parole que vous avez laissée au client, c'est pas juste que vous le laissez parler, c'est que vous l'avez guidé dans un questionnement qui l'amène à faire émerger des éléments, puisqu'encore une fois, on est dans une phase souvent d'émergence. Ok. Alors maintenant, on va regarder la question formule qui va vous aider dans tous les cas. Donc c'est très simple. IC égale PR plus VE plus MO plus TO multiple de ET, parce que je fais le malin avec les mathématiques, mais j'ai pas fait maths. Hein, donc du coup, à votre avis, que veut dire cette formule? Que veut dire IC? Que veut dire PR? Que veut dire VE? Que veut dire MO? Que veut dire TO? Et que veut dire ET? Est-ce que vous avez quelques idées? Je vous laisse une minute pour réfléchir. IC, qu'est-ce que c'est donc? PR, ouais, je sais pas, qu'est-ce qui nous fait là? On ne sait pas, nous, il a qu'à nous la donner, sa formule, enfin. Intérêt du client, excellent, intérêt du client. IC égale intérêt du client, bravo. Premier point gagné. PR, c'est quoi PR? On démarre une question par quoi? PR. Donc IC, c'est intérêt du client, top. PR, c'est quoi? VE égale valeur. Non, VE n'est pas égal à valeur. C'est une formule. Donc ça, c'est la façon dont vous allez organiser votre question, votre phrase. Donc VE égale... donc PR égale pronom. PR égale pronom. VE égale verbe. Donc vous avez intérêt du client égale pronom plus verbe. Ok, allez. Donc, l'intérêt du client, d'accord, vous l'obtenez comment? En faisant une question qui est toujours structurée de cette façon. Pronom interrogatif, plus verbe projectif, plus
des mots du client ou des mots miroirs, plus le ton, le bon ton, et multiplié par l'état d'esprit et par la façon dont vous allez faire ressentir vos convictions et vos certitudes. D'accord? Donc, pronom interrogatif, c'est quoi? Bon, bah, quoi, qui, quel, combien, comment, où, pourquoi. Je démarre systématiquement mes questions par ces mots-là. Donc, on disait, et ça fait longtemps qu'on dit ça, CQQ, c'est occupé. CQQ, c'est occupé. Donc, vous allez chercher dans CQQ, c'est occupé le bon pronom pour démarrer votre question. À partir du moment où elle démarre par est-ce que, pouvez-vous, avez-vous, c'est terminé. Ça, c'est une question de validation. Ça sert juste au moment où vous lui demandez est-ce que vous avez le chéquier. D'accord? Sinon, le reste, c'est du pronom interrogatif. Donc, quoi, qui, combien. Un verbe projectif. Alors, un verbe projectif, c'est quoi? C'est un verbe qui est dans la sphère des mots qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire des verbes tournés vers le changement, vers l'action. Donc, on va revenir là-dessus tout à l'heure rapidement, mais je vois qu'il est déjà 14h52. Donc, dans les verbes projectifs, on va avoir changer, améliorer, optimiser, modifier, revoir, transformer, d'accord? Agir. Donc, tous les verbes qui sont tournés vers un mouvement. OK? Si vous voulez que le client bouge, vos mots, vos phrases doivent contenir un verbe de mouvement, un verbe projectif. À cela, on va ajouter un mot du client. Comme vous êtes en écoute active, si le client voit que dans votre question, il y a des mots de ce qu'il a dit, il va être scotché et il va être très séduit et il va être vraiment apte à vous répondre, motivé pour vous répondre. Donc, il y a deux façons de le faire. C'est soit vous reprenez vraiment exactement un mot qu'a dit le client. Donc, le client a dit baisse du chiffre d'affaires. À ce moment-là, ça pourrait donner comment pensez-vous modifier la situation sur la baisse de votre chiffre d'affaires. D'accord? Donc là, vous réutilisez tout simplement les mots du client. Mais vous pouvez jouer aussi sur les mots miroirs. C'est-à-dire qu'au lieu de baisse du chiffre d'affaires, vous allez garder par exemple chiffre d'affaires et vous allez être sur comment, quelle solution imaginez-vous pour modifier votre situation sur le chiffre d'affaires. D'accord? Autrement dit, vous allez utiliser des éléments qui sont dans le vocabulaire du client, dans les éléments de langage du client. Donc là, j'ai fait un exemple très simple. Le ton. Bon, le ton, c'est très simple, hein, c'est la voix, le rythme, l'intonation, tout ce qui fait que le client va être stimulé par votre question. À partir du moment où on ouvre la bouche et qu'on s'exprime avec du questionnement, c'est pour aller chercher de la réaction. Et puis l'état d'esprit, c'est que le fait que vous allez vous mettre dans un état d'esprit de certitude sur votre rapport et sur votre posture coach et sur le fait que vous allez réellement le faire bouger. Si vous restez dans une posture de découvrir et de capter un besoin pour pouvoir y répondre immédiatement, vous n'arriverez jamais à bouger en posture coach. D'accord? Donc, cette formule-là, je vous recommande de faire un petit tableau. Vous mettez PR, VE, MO, TO. D'accord? Alors, TO, le ton, globalement, c'est ce que vous allez pouvoir observer en vous écoutant. Les verbes, j'en ai listé un certain nombre. Donc, tout à l'heure, je crois que c'est Tiffany ou j'ai un doute sur le prénom, qui me demandait des formules. Je suis contre les formules automatiques. Donc, je vais vous donner tout à l'heure quelques exemples, mais clairement, entraînez-vous à jouer plutôt au Rubik's Cube. J'ai des pronoms, j'ai des verbes, j'ai les mots du client. Et développer votre exercice mental de jouer avec ces trois éléments. C'est vraiment un Rubik's Cube. Donc, les pronoms, le comment, qui, quoi, quel, pourquoi. Les verbes, agir, changer, modifier, améliorer, transformer, frustration, imaginer, etc. D'accord? Pour vraiment jouer avec ça. Et donc, vous allez avoir deux types de questionnements. Des questions qui creusent, donc les questions qui vont aller chercher de l'information. Quelle a été l'évolution de vos chiffres d'affaires sur les 3 dernières années? D'accord? Vous essayez toujours d'être sur des questions factuelles, mais dynamiques. C'est pas quel est votre chiffre d'affaires? Quel est votre chiffre d'affaires? Qu'est-ce que je peux faire moi avec ça au niveau commercial? Rien. Quel a été votre chiffre d'affaires sur les 3 dernières années? Là, j'ai une tendance. Donc, faites attention d'utiliser des questions factuelles dynamiques, qui sont donc avec des notions de temps. D'accord? Quelle a été la situation en 2020 chez vous et comment ça s'est passé sur les 6 derniers mois? Là, c'est intéressant. Par contre, comment ça s'est passé en 2020? Bon, ben, globalement, j'ai une information qui n'est pas très riche. Donc, travaillez vos questions factuelles de recherche d'informations pour qu'elles aillent chercher de la dynamique. Puis, les questions projectives. Donc, j'ai parlé des verbes projectifs. Donc, dans les questions projectives, on va identifier un certain nombre de catégories. Donc, évidemment, dans le jeu Questions Système et dans nos outils de formation,
Il y a le référentiel des outils de dialogue avec 17 outils de dialogue qui sont catégorisés dans les questions factuelles et les questions projectives. Dans les questions projectives, vous allez avoir par exemple les questions d'opinion. Que pensez-vous? Quelle est votre perception? Comment évaluez-vous? Quel avis portez-vous sur? D'accord? Donc tout ce qui est autour de l'opinion et tout ce qui est autour du changement et tout ce qui est autour de l'action. Donc, quel changement envisagez-vous? Comment vous vécu? Qu'est-ce que vous avez subi dans ces 6 derniers mois au niveau de votre entreprise, au niveau de votre projet? Tout ce qui est dans l'action aussi. Que pensez-vous faire? Comment pensez-vous agir sur? D'accord? Donc là, on va vraiment être sur les questions dites projectives. Donc, je vous ai mis quelques exemples de questions projectives. Qui est impacté dans l'entreprise par ce sujet aujourd'hui? Depuis combien de temps avez-vous ce problème? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour le résoudre? Comment est-ce que ça a fonctionné? Comment est-ce que ça a réussi? En quoi ça a réussi? Combien ça vous a coûté? Combien cette situation a coûté? Qu'est-ce que ça suscite chez vous, ce que je vous dis? Quand je vous évoque ça, ça vous suscite quoi? Donc là, on va aller chercher du ressenti, parce que le ressenti, encore une fois, fait partie des mots qui sont dans l'iceberg. D'accord? Quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que vous pourriez envisager par rapport à ça? Et là, vous voyez, je commence à toucher une troisième sphère de questionnement qui sont les questions qui font rêver, les questions dites conditionnelles. Et donc là, on va utiliser beaucoup le si. Si vous aviez aucune contrainte financière, quels seraient les projets menés sur les 3 prochaines années? Si vous aviez la possibilité d'un coup de baguette magique de transformer votre organisation commerciale, qu'est-ce que vous feriez en premier? Si vous aviez les possibilités d'améliorer les indicateurs de votre société, quels indicateurs vous feriez bouger en premier? À part le sujet de, parce qu'il y a le ici, mais il y a le à part, il y a le en dehors. Donc la question conditionnelle, le verbe est au conditionnel. On amène la personne à imaginer, à rêver avec vous. On lui crée, on décale sa pensée pour l'amener dans un espace, dans cet espace nouveau, qui est un espace dans lequel on peut tout imaginer. Ok? Donc question factuelle, question projective, question conditionnelle, avec tout ce que je vous ai dit avant, qui est la formule, la question formule, et puis l'état d'esprit dans lequel on se met en mode coach. Donc, un des exemples, c'est qu'après, on peut séquencer tout ça. C'est un peu comme les séquences ADN. Je vais prendre les éléments que j'ai vus avant, et une des séquences très connues sur lesquelles on entraîne beaucoup dans nos formations, c'est le spin selling. Donc, le spin selling, c'est une séquence qui va partir de questions factuelles, donc de situations, puis des questions qui vont aller chercher les problèmes, les enjeux, les envies, les frustrations, puis des questions autour de l'impact de ces problèmes. Donc, quel impact cela a sur votre société, ce problème? Donc là, on va rechercher l'impact et, si possible, le valoriser. Et puis enfin, les bénéfices souhaités, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'il envisage comme bénéfice par rapport à cette situation. Donc ça, c'est un exemple de séquence qui va être menée et qui va permettre d'être vraiment, je dirais, très agile dans son questionnement parce qu'on a le S, le P, le I et le N en tête. Donc, si vous voulez lire là-dessus, Neil Rackman, livre des années 95, ouais, 95, mais qui est vrai, fait encore référence dans le domaine, dans lequel on a cette séquence de questionnement qui est très, très puissante. Donc voilà pour les éléments. Alors après, les fausses bonnes questions. Quel est votre budget? Pourquoi on ne demande jamais quel est votre budget? Pourquoi il ne faut jamais demander quel est votre budget? Alors simplement, il est 15 heures, j'ai besoin de 5 minutes avec vous. Donc j'espère que vous pouvez rester avec nous encore 5 minutes. C'est hyper important pour ces derniers points. Je suis vraiment proche de ma conclusion et j'aimerais vraiment terminer avec nous tous. Donc, les fausses bonnes questions. Quel est votre budget? Pareil, une question évidente. Je pense qu'on vous a même dit qu'il fallait la poser. Ça fait partie des choses qu'il faut demander. Donc, quel est votre budget? C'est quoi le piège? Réfléchissez. À votre avis, pourquoi cette question est un piège? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas la poser? Pourquoi, en tout cas, il ne faut pas la poser de cette façon? Je ne dis pas que l'information sur le budget n'est pas importante. Ce que je dis, c'est que poser la question de cette façon est un piège. Posez-vous la question pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un piège de demander la question du budget? Où est le sujet? Alors, limitatif définit ce qui n'était peut-être pas. C'est exactement ça, réducteur. Donc, c'est effectivement ça, c'est que, bravo, quand on demande à quelqu'un quel est son budget, on l'oblige à réfléchir à quelque chose auquel il n'avait peut-être pas pensé.
et il peut le minimiser. Donc en plus, il peut nous tirer vers le bas. D'accord? Le prix est en train de baisser d'avance parce qu'effectivement, ça va dépendre d'éléments irrationnels et on l'oblige à rationaliser des éléments qui sont très certainement pour 70% des cas encore dans l'irrationnel. Donc, quand on demande à un client quel est son budget, on se met une balle dans le pied. Donc, on va être sur une question noire, oui, tout à fait. On va plutôt être sur des questions qui vont être sur les critères. Quels sont vos critères au niveau financier? Qu'est-ce qui va vous amener à opter pour une solution par rapport à une autre? Voilà, quels sont les éléments de gain, d'économie que vous recherchez? Quel type de critères vous avez dans ce domaine-là? Et à partir de ça, vous allez construire un budget basé sur des éléments de critères. D'accord? Mais évitez absolument la question directe sur le budget parce que sinon, vous voulez tout simplement gagner du temps en faisant faire le job au client. D'accord? Et si vous demandez au client de faire le job à votre place, ah ben, il ne va pas le faire dans votre sens. Hein. Là, au niveau budget, c'est sûr, il ne va pas le faire. Et puis, une autre question piège qui donne le sentiment en conclusion, c'est qu'est-ce qui vous manque maintenant, monsieur, pour décider? En quoi cette question est un problème? Qu'est-ce qui vous manque pour décider? En quoi cette question pose à des limites, à votre avis? Même temps de réflexion, à votre avis, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui vous manque pour décider est effectivement une question piège? Je vous laisse une minute. Pour l'instant, vous êtes tous d'un excellent niveau. La concurrence, ouais. Quoi d'autre? Ça oppresse le client. Ce qui me manque, c'est une bonne négo. Ça donne envie au client d'aller vers un territoire dans lequel on perd la main. On sera automatiquement qu'il manque des leviers. Ouais, effectivement, qu'il manque quelque chose. Donc, il doit réfléchir. Ça le pousse à la comparaison. On peut le mettre mal à l'aise. Alors, effectivement, le mot manque, lorsqu'on l'utilise, surtout quand on est dans une conclusion et qu'on considère que tout se passe bien, on l'oblige à problématiser au mauvais moment. Qu'est-ce qui vous manque pour décider? C'est une question qui arrive en phase de décision. Et donc, si on recherche du manque au moment de la décision, on se met à nouveau une balle dans le pied. Quand on est au moment de la décision, c'est plutôt tourner vers l'avenir et vers le comment. Comment va se passer la décision de votre côté? Quels éléments puis-je vous fournir pour que nous ayons des discussions avec l'ensemble des acteurs de votre société? Le fait de le mettre dans le manque, au moment où il devait décider, on se recrée des problèmes. On est reparti pour un cycle dans lequel on va à nouveau devoir refaire une totale redécouverte. Donc le mot manque, il fonctionne quand on est en phase d'émergence, mais pas en phase de closing, pas en phase de conclusion. Dès qu'on approche de la conclusion, on est vers des questions hyper pragmatiques. Quelle date pouvons-nous positionner dans notre agenda sur les 2 prochaines semaines? Qui serait présent à l'entretien? Comment est-ce qu'on fait la visio? Comment est-ce qu'on peut envisager sur des questions super basiques? Aucune question métaphysique au moment de la conclusion et de la décision. D'accord? Donc vraiment tourner vers des éléments, tourner vers la mise en action et surtout pas sur des éléments qui seraient dans le manque. OK? Et puis enfin, l'écoute pour avoir une data objective et être prêt à tout entendre du client. Mais là-dessus, je propose que sur l'écoute, on fasse complètement une autre session autour de ça parce que c'est un sujet qui est énorme. Pouvez-vous approfondir les questions critères financiers concernant le budget? Ben, simplement, la question doit contenir des éléments avec le mot critère plutôt que le mot budget. Ce serait par exemple, quels sont vos critères de décision au niveau financier? D'accord? Quels sont vos critères de décision au niveau financier? Va l'amener à dire, lui, il va peut-être vous dire, vous voulez dire au niveau budget? Je vais dire non, le budget, c'est le résultat. Moi, les critères, c'est par exemple sur les gains, sur l'économie, sur des éléments de chiffrage. Quels sont les critères, quels éléments, quelles hypothèses vous allez prendre au niveau financier, quelles hypothèses vous souhaitez regarder. D'accord? Donc, l'idée, Benjamin, c'est de redécaler et de remonter d'un cran sur les éléments de critères. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, j'avais dit 15h05. Et donc, j'ai essayé de faire tenir en 1 heure un maximum d'informations, mais comme vous voyez, on pourrait encore passer 2 heures ou 3 heures ensemble. Donc, on m'a demandé la dernière fois beaucoup de demandes autour de la prospection. Donc, on a décidé de vous ouvrir à 49 € au lieu de 199 € un masterclass qui est composé de 11 vidéos de e-learning sur la prospection. Donc, j'ai vu passer des sujets autour de la prospection. Donc, on a décidé, Questio a décidé
d'ouvrir et de vous donner la possibilité d'accéder au masterclass prospection à 49 €. Donc ça, on va le garder pendant 3 jours. On ne va pas le laisser ouvert parce que sinon, on aura des personnes qui ne seront pas présentes au webinaire qui accéderont à cette offre. C'est composé de tout ce qui est utile à la prospection, toutes les techniques pour la prise de rendez-vous, et on sait qu'en ce moment, c'est un sujet majeur. Et puis, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui sur le questionnement, sur l'art du questionnement, comme vous le voyez, on est au démarrage du sujet. Il y a énormément de choses à voir dans l'entraînement et qui est dans le domaine de la formation. Donc, on a une formation qui est vraiment sur toutes les techniques du dialogue et pour vous entraîner et entre en collectif ou avec un coach pour vous entraîner sur les techniques du dialogue. Donc là-dessus, ce que je vous propose, c'est si vous êtes intéressé pour des formations individuelles ou collectives, bah, vous pouvez envoyer un mail à Anne-Charlotte, qui est avec moi aujourd'hui, en lui disant intéressé, et là, on vous envoie un catalogue, le flyer, les éléments, pour vous ayez des formations sur nos formations. Donc, je vous fais 2 offres aujourd'hui, une offre d'information, tout simplement, et puis une offre. Donc, OK, Hélène, merci. Si ça vous intéresse, on vous envoie les informations. Donc là, Anne-Charlotte vous voit passer le message. On vous envoie ça. Et puis sur le masterclass prospection, c'est pour tous ceux qui ont des enjeux de prospection, qui n'ont peut-être pas pu assister au webinar et qui en plus ont besoin de solutions rapides. Donc là, on a décidé d'ouvrir ce masterclass qui est réservé normalement à nos clients abonnés en contrat de service pour que vous ayez l'ensemble des éléments. Donc là, tout simplement, vous cliquez sur l'offre que vous a envoyé Anne-Charlotte. 49 € au lieu de 199 €, franchement. Enfin bon, voilà, moi je veux pas faire mon vendeur, mais clairement ça vaut le coup. On a passé beaucoup de temps pour de la haute qualité sur ce qu'on donne comme message, et clairement je pense que vous serez très très content de profiter de cette offre. Donc écoutez, j'espère que vous avez que j'ai pu répondre à toutes les questions avec un grand K que vous avez posé dès le démarrage de notre session. C'était intense, il y a eu beaucoup d'informations. N'hésitez pas à faire la promotion, la publicité de nos webinars. On a vraiment beaucoup de plaisir à transmettre ces informations. Ça fait quand même maintenant plus de 15 ans qu'on accompagne de nombreuses sociétés et on est content de diffuser cette information. Et puis évidemment, plus c'est affinité, mais ça, je pense que vous avez compris l'idée. On est très généreux dans ce qu'on vous donne. Donc Ludovic, comment l'offre est proposée? Il faut simplement cliquer dans offre. Si vous cliquez sur offre, ou vous devez la voir, vous allez sur sélectionner la masterclass. Et là, vous pouvez aller voir la vidéo. Normalement, ça devrait fonctionner pour que vous puissiez accéder à la masterclass prospection. Eh bien, merci Sophie, c'était d'un très bon niveau. Merci. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous transmettre ces connaissances accumulées depuis de nombreuses années. Vous avez aussi le lien, Charlotte vient de remettre le lien si ça ne fonctionne pas. Merci Eric. Je vous souhaite une belle mise en œuvre. Je vous recommande en mode coach de noter vos engagements. Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre de ce que vous avez vu lors de cette session, d'accord, pour que vous puissiez modifier vos pratiques dès la semaine prochaine, dès demain, dès cet après-midi. Merci Marie-Tiffany, merci Rémi, merci beaucoup à vous. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à continuer à en parler. Il n'y a pas de bouton like, hein, on est vraiment sur des webinaires fermé pour un groupe restreint. Mais en tout cas, on est très content de vous accompagner dans cette aventure. Merci Serge, à très bientôt.